Hello les amis, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais m'exprimer sur un sujet matos, mais pas matos existant, matos qui n'est pas encore dans les bancs d'essai, matos qui n'est même pas encore sorti et dont on ne connaît même pas le prix. Alors on a juste des informations toutes récentes qui viennent de cette semaine et qui ont été confirmées par une visioconférence de presse virtuelle. Et oui, Canon est en train de bouger sur le front de l'hybride enfin. Alors, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est simple, hein, c'est que je pense que nous sommes en train de voir un nouveau standard arriver dans le monde de l'image. Je pense que Canon nous prépare un boîtier qui va révolutionner le petit monde de la vidéo, un peu comme le 5D Mark II de 2012. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ici l'extrait de vidéo que j'avais fait sur le sujet. Vous savez que je suis aussi un amoureux de la marque, donc c'est aussi pour ça que je vais vous parler de l'EOS R5. Il faut aussi vous dire que en fin d'été 2018, nous attendions sur le marché quelque chose de Canon. On attendait un boîtier hybride. Nous attendions en fait un boîtier qui soit à la fois léger, un boîtier qui soit en plein format et qui puisse concurrencer allègrement les Panasonic, Sony, Fuji, tout en restant du vrai Canon. J'attendais le bébé impatiemment pour pouvoir passer en doublon réflexe hybride dans ma sacounette. Quand on fait de la photo et de la vidéo comme moi, avoir les deux boîtiers, ça paraît tout à fait logique. Ce boîtier est effectivement sorti, c'était en octobre 2018 et il s'est appelé le Canon EOS R. Le Canon EOS R n'était pas du tout à la hauteur de mes espérances. Déjà, recadrage en vidéo 4K. C'est-à-dire qu'en gros, vous filmez avec ce format-là et vous vous retrouvez avec ce format-là, c'est-à-dire croppé. En plus de ça, une seule carte à l'intérieur, un seul emplacement SD, pas de suivi de l'œil en AF, un joli boîtier, je dis pas, un joli boîtier, mais pas vraiment fait pour la vidéo, pas vraiment fait pour les pros, je pense. Donc du coup, j'ai fait une petite parenthèse Fuji, j'ai pris un XT3 avec deux belles optiques pro, je suis hyper content, le petit Fuji marche bien, je l'utilise énormément en vidéo et un peu en photo. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, après un an d'usage intensif, je m'aperçois que ce boîtier n'est pas aussi costaud que je l'espérais. Le grip commence à dérailler, j'ai les trois batteries des fois qui clignotent, on ne sait pas pourquoi, ou elles passent carrément en mode je suis vide alors qu'elles sont pleines. Le pire, c'est que j'ai des erreurs d'écriture. Et quand vous filmez un plan et qu'à la fin du plan, ça mouline et bim, votre séquence elle est sucrée, disparue, ça me met bien les boules. Alors bien sûr, j'enregistre toujours avec un recorder externe, mais ça n'empêche que c'est pas logique. Ça m'énerve, ça m'agace. Et puis du coup, j'ai perdu un peu la confiance, quoi. Donc fin 2019, j'ai racheté un 5D Mark IV, celui qui est en train de nous filmer actuellement. Ça, c'était histoire de couvrir mes arrières jusqu'à la sortie du XT4 ou d'un autre boîtier chez Canon en hybride. Alors du coup, le XT4, il est en passe d'être dispo, sauf que là, on est en période un peu budget Covid et il est plus raisonnable d'attendre un peu que le business reprenne, parce qu'en événementiel, on est en pointillé jusqu'à peut-être octobre. Du coup, bim, Canon fait l'annonce du R5. Alors c'est malin parce que du coup ça me fait encore reculer mon achat de XT4. Pour le moment on n'a pas de prix mais on en reparlera tout à l'heure. En attendant, voilà une vidéo Canon de la bête et on revient juste derrière pour en discuter. Voilà, je ne vais pas vous refaire la vidéo à l'oral, mais vous avez vu que c'est une tuerie. Alors on parle de quoi? On parle de vidéo 8K non recadrée. En vidéo, ça veut dire qu'on peut filmer avec
une caméra pour obtenir au moins 3 plans, simuler au moins 3 angles différents sans dégradation, sans parler de la qualité. Alors ok, on peut se dire, on n'est pas prêt d'utiliser la 8K au quotidien. C'est ce que je disais de la 4K il y a à peine 3 ans. Hein. Aujourd'hui, je travaille tout le temps en 4K. Parce que qui dit 8K, dit gros fichiers, grosse capacité de processeur, pour gérer la post-prod, etc. Mais tout ça, c'est sujet à évoluer hyper rapidement. Et aujourd'hui, en 4K, on a dû déjà s'adapter en termes de disque SSD de travail, de flux de production, etc. Donc là, ça va être juste une évolution naturelle. Et qui fait le plus, fait le moins. En 4K, on va être capable de filmer en 120 images par seconde, des ralentis de fou, sans recadrage, enfin, avec des formats de compression Longop de chez Canon, qui sont déjà très bien foutus. Il y aura aussi du C-Log, le fameux format de fichier un peu plat pour garder le plus de dynamique possible dans une image, donc on va pouvoir étalonner tranquillement. Il y aura 2 emplacements pour les cartes, dont un emplacement CF-Card. La CF-Card, c'est la carte rapide, ultra costaud qu'il y a déjà dans le 1DX, 1DX1 et 1DX2. Et il y aura bien sûr une stabilisation mécanique sur 5 axes. Le truc indispensable que la concurrence a bien compris depuis longtemps et du coup, ça manquait vraiment. Il y aura en plus du Wi-Fi 5G. Alors le Wi-Fi 5G, c'est une anecdote. Ceci dit, quand on fait de la photo, qu'on transfère ça sur le cloud et qu'on rentre à la maison et que tout est déjà dans son Lightroom sur son bureau, on peut dire qu'on a gagné du temps. Et ça va être possible, ça va marcher avec la 5G. Ça marche déjà d'ailleurs avec la 4G, sauf que c'est un peu lent pour envoyer une fichier en RAW, 30 secondes par photo, c'est trop long, trop long. Donc sur cet appareil, il y aura aussi 2 prises pour le son, une pour le casque, une pour le micro, ça nous permettra de vérifier. Et puis il y a des optiques qui sont un parc optique qui est en train de se développer. Il va encore falloir passer à la caisse, mais avec une optique comme le 70-200L de 8 monture RF qui est cher, j'avoue, il est très cher, mais il est compact, il est léger. Il fait à peu près 1 kg, donc comme mon équivalent chez Fuji, il est stabilisé et vous mettez ça plus le capteur stabilisé, vous aurez vraiment un truc de fou, quoi. Alors, sur la fiche technique, grosso modo, ce boîtier va un peu faire de l'ombre aux concurrents. Comparé au XT4 sur lequel je louche, il double la mise dans beaucoup de domaines, y compris dans le prix certainement. Il va falloir patienter, l'avoir en main, le tester pour se faire un avis définitif. Si le ramage se rapporte au plumage, je ne sais pas si cette expression-là marche aussi pour un appareil photo, mais bon bref, ce petit bijou va être une révolution. Moi, j'attends surtout qu'il soit vraiment un boîtier pro, costaud, robuste, efficace. Et je serai prêt à payer le prix si le jeu en vaut la chandelle. J'ai déjà eu 2 boîtiers de la flotte, 2 boîtiers Amiro hein, de chez Canon, le 1DX, le 1DX2, des boîtiers au prix d'une petite voiture. Hein, et ces boîtiers-là, ils étaient uniques par leur usage et leur robustesse. Le prix était le juste prix comparé à leur usage. Mes photos de sport sur le Tour de France ou sur les Open de golf étaient nettes, belle, précise, et mes clients étaient contents. Donc c'est tout ce que je demande à mon boîtier, moi, c'est qu'il fasse le boulot pour lequel je l'ai payé. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Canon, même si beaucoup d'entre vous le savent, j'ai travaillé un peu chez eux avant de devenir photographe. Voilà, je voulais juste vous dire ça sur ce boîtier qui semble très prometteur. Maintenant, on va attendre, on va patienter, car à mon avis, les modèles de test arriveront peut-être avant l'été ou en septembre, et des disponibilités peut-être au 3e trimestre ou à Noël. Bon, de toute façon, pour le moment, on s'en fiche un peu, vu qu'on est confiné. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt sur une nouvelle émission du live, par exemple, ou sur les replays. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Ciao!